Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Notez dès cette ouverture de journal que le grand frère Samuel Kraï n'est pas dans le coma et ni placé en réanimation. L'homme est effectivement au CHU de Pointe-à-Pitre, mais placé sous surveillance puisqu'il en est tout de même à son 24e jour de grève de la faim. Selon son avocate qui a pu s'entretenir 1h30 avec lui cet après-midi, eh bien, il se porte bien. Et pendant le mouvement social contre l'obligation vaccinale, la gendarmerie du Lamentin avait été prise pour cible. Des attaques qui ont entraîné l'évacuation du bâtiment et le repli des troupes pendant quelques temps. Le procureur Desjardins est revenu sur cet épisode lors d'une conférence de presse. Regardez. Nous sommes réunis effectivement suite à une opération de police judiciaire qui a été menée cette semaine, faisant suite aux exactions qui ont été commises sur la commune du Lamentin au cours des journées et des nuits du 17 au 19 novembre 2021. À ces occasions, un certain nombre de commerces ont été pillés et la gendarmerie du Lamentin a été attaquée par une cinquantaine d'individus, dont quelques-uns ont pénétré dans les locaux, dans l'enceinte même de la caserne pour incendier les locaux. Et repoussés par les gendarmes, ont fini par mettre le feu sur la clôture extérieure et sur un arbre qui se trouvait dans l'enceinte même de l'emprise militaire. Ils encourent des peines lourdes puisqu'on parle de violences aggravées par 3 circonstances, des vols commis en bande organisée, des dégradations en bande organisée, donc des peines d'emprisonnement lourdes, des peines d'amende bien évidemment, et puis ils encourent actuellement, c'est le sort de 4 d'entre eux, ils encourent la détention provisoire. C'est ce qui a été demandé pour 4 des 5 individus présentés. Le 5e est un jeune homme de 14 ans qui ne peut pas encourir la détention provisoire, mais en revanche, les 4 qui sont actuellement présentés au juge d'instruction risquent la détention provisoire, c'est-à-dire une décision qui permettrait de les placer en détention jusque pendant le temps de l'information judiciaire. Un reportage signé Michel Depape. Et à compter d'aujourd'hui, l'état d'urgence sanitaire prend fin sur notre territoire. Donc plus de couvre-feu, de jauge ou de port de masque. Alors, êtes-vous satisfait de cette libération et qu'en pensez-vous? Nous sommes partis à votre rencontre. Regardez. Je trouve que ça n'a pas changé grand-chose pour moi, honnêtement. Je regardais, je discutais justement, on voit que dans le magasin, ils mettent encore les masques, alors que théoriquement on n'est plus obligé de les mettre. C'est trop tard. Pas mal de privations pour pas grand chose réellement, mais bon. Et puis moi, ce que je déplore le plus, c'est ce que les entreprises ont vécu, le manque à gagner, les fermetures, les licenciements, les pertes d'emploi. C'est surtout, pour moi, c'est le plus gros gâchis de tout ça. Moi, personnellement, je vais continuer à mettre mon masque. Tant que ça court, tant qu'on ne me dit pas c'est terminé, je continuerai à mettre mon masque. Je n'ai pas l'impression qu'il y avait un couvre-feu. Hein. Les gens continuent à vivre leur vie et ça ne change rien. Hein. Ça change rien. La seule chose, c'est peut-être aller dans la famille, voir la jauge être plus en famille. C'est la seule chose. Mais pour le reste, wait and see, comme on dit. Dans l'Hexagone, ça remonte à la hausse. Alors, je ne vois pas pourquoi ici, ça ne remonterait pas à la hausse. Hein. Moi, je pense que c'est pas fini. C'est pas fini. Et que les gens continuent à prendre leurs précautions, à mon avis. Hein. C'est beau ça quand tout le monde n'y masque, mais vraiment. Il y a un poche à moi, mais si on ne peut pas mettre, on va mettre. C'est ça le problème là. Et c'est pas vacciné qui est mort. Moi, pas vacciné, on pas mort. Pour moi, les gens ne s'occupaient pas de ça avant. Que ça soit le début ou la fin, ça change du tout. Blague à masse ou pas blague à masse, moi, un rapport à la santé en main. Moi, je prends précaution quand même. J'ai eu le Covid et je m'en porte pas plus mal, quoi, voilà. Mais je continuerai à porter le masque où il y a beaucoup de monde.
De toute façon, on se rencontrait quand même en journée, donc que ce soit le soir ou le matin. Et le couvre-feu, ça n'a plus beaucoup de lieu d'être maintenant. Effectivement, le retour à la normale semble plus compliqué pour certains que pour d'autres. Et les personnes porteuses de handicap, elles, ont été doublement pénalisées pendant cette crise Covid. Beaucoup d'entre eux rencontrent des difficultés pour le versement de leurs prestations sociales. Un problème lié à la MDPH qui n'a que trop duré et pour lequel le département se doit de porter une solution. Le reportage. Une personne en situation de handicap, c'est une personne fragile, c'est-à-dire que lorsqu'on suspend l'allocation adulte handicapé d'une personne handicapée, ah ben cette personne-là, elle va faire quoi? Parce que la personne en général a des loyers, a des médicaments à payer, etc. Et par exemple, il y a la PCH ou la CTP, l'allocation compensatrice qui est versée pour une tierce personne. Lorsque ces allocations-là ne sont pas versées ou bien lorsqu'elles sont versées en retard, ah ben ça cause des difficultés aux personnes en situation de handicap. Et nous, aujourd'hui, nous avons justement voulu sensibiliser le président du conseil départemental, puisqu'en réalité, le président du conseil départemental, c'est lui qui est le président de la MDPH. Depuis mon élection, j'ai pris à bras le corps ce problème de la MDPH, de manière à réduire les délais. J'ai fait un certain nombre de réunions avec le personnel, avec la direction, et il était important aujourd'hui de rencontrer les différentes associations de personnes en situation de handicap pour que, ensemble, nous puissions faire le point sur l'état d'avancement des dossiers et les perspectives qu'on doit pouvoir mettre en place. Nous, au niveau de notre association qui se situe sur la ville de Gouyave, ben, nous recevons régulièrement des personnes en situation de handicap et elles nous disent toutes la même chose, qu'ils n'arrivaient pas à joindre la MDPH par rapport à un problème de standard. Mais apparemment, aujourd'hui, ça a l'air d'être résolu. Enfin, ça va être résolu. C'était une première réunion sur les problèmes de la MDPH, mais qui doit donner naissance à d'autres réunions pour qu'ensemble, nous puissions avancer sur les problématiques de l'handicap, qu'il s'agisse de la formation, de l'accessibilité, le travail, ou encore les délais de paiement, tous ces problèmes puissent être réglés. Cela va nécessiter d'autres rencontres et nous avons pris rendez-vous pour le mois de mai où ils auront déjà les avancées de la MDPH et où on va pouvoir travailler sur les problématiques de l'accessibilité, de la formation et du paiement des différentes prestations. On a été entendu. Évidemment, le président du conseil départemental nous a fait des promesses, notamment de créer certaines instances comme la maison du handicap et puis aussi créer aussi des structures qui vont permettre maintenant à ce que le délai des dossiers puisse traiter beaucoup plus rapidement. Et suite à son opération politique, l'Alliance nationale Guadeloupe explique son geste. Lors de sa venue sur l'île, Marine Le Pen avait été empêchée de réaliser un duplex à son hôtel avec le National. S'en est suivi une altercation avec son équipe de sécurité pendant laquelle le représentant du Rassemblement national ici en Guadeloupe, Rodi Tolassi, a giflé une manifestante. Un geste pour lequel il s'est excusé et qu'il explique par le fait d'avoir lui-même reçu plusieurs coups de pied. Des explications qui ne suffisent pas aux organisations, dira-t-on, anti-RN qui tenaient une conférence de presse ce jour. Regardez. Notre nationalisme, qui est celui de personnes qui voudraient que la nation guadeloupéenne existe juridiquement, n'est pas le même nationalisme que celui de Marine Le Pen, qui vit dans un fantasme d'une France avec une ethnie majoritaire et des habitudes à imposer au reste de la population en leur demandant de s'assimiler. Ça, c'est une première chose. La deuxième, régulièrement, Marine Le Pen fait du négationnisme. Elle a rappelé ce mois-ci, en 2022, au mois de mars, que les Algériens devraient s'excuser pour les actions qu'ils ont menées pour se libérer et devenir indépendants. Donc ça montre bien que c'est pas simplement par rapport à son père, c'est qu'elle-même porte en elle le germe de la division et le germe du négationnisme. Donc je manifestais pacifiquement contre Marine Le Pen. On était au Creole Beach, parce que c'est là qu'elle se trouvait.
Et moi, je portais un drapeau. Donc j'étais derrière eux, derrière le cortège Rassemblement National, Front National, Rassemblement National. J'étais derrière eux avec mon drapeau et je scandais les slogans Marine dehors, Marine dehors. Et tout à coup, j'ai reçu une gifle d'un des membres de Rassemblement National. Donc en pleine face, et donc je m'y attendais pas, donc j'ai eu un mouvement de recul. Voilà, et puis après j'ai continué la manifestation parce que bon, de toute façon il n'y avait que ça à faire. Bien choquée quand même parce que mes lunettes ont volé par terre. Je viens de recevoir une claque d'un homme, ne sachant pas vraiment pourquoi, puisque bon, on est quand même dans une revendication verbale. C'est-à-dire qu'on parle, on n'est pas dans les mains, on n'est pas sur un ring. Donc je m'attendais pas du tout à recevoir une calotte, surtout d'un politicien, enfin d'une personne qui vient quand même pour des élections. Et donc nous sommes réunis pour symboliquement dire que nous ne voulions pas de ce message-là en Guadeloupe, parce que même si elle n'est pas élue demain, le fait de voter pour elle légitime une espèce de violence dans la société civile, violence qui s'exprime, on le voit souvent dans la vie avec les policiers en termes de violence policière, mais aussi les personnes qui enlèvent des voiles des femmes qui marchent dans la rue, qui font des actions racistes parce que légitimées par un vote. Et pour ceux qui posent la question, eh bien, il a formulé ses excuses sur La Pause sans filtre, dans une émission de La Pause sans filtre. Et on lance maintenant le top départ du challenge Saveurs Outre-mer. Les meilleurs ouvriers de France ont débuté leurs travaux avec les jeunes chefs de Guadeloupe. Et ça sent bon tout ça. Regardez. C'est parti, on est très fiers. Ouais, ça y est, on y est. Le CFA, le premier step du challenge. Donc on voit, ils sont tous à fond, concentrés, motivés. Ils nous attendaient de pied ferme, donc on est contents. Lisa Chalandier a fait qu'ils soient prêts pour ce concours. Maintenant, on verra bien le résultat parce que dans tout concours, il y a crispation et pression. C'est important de voir comment ils travaillent. Il y a toujours un peu de stress. Donc il faut arriver à les faire déstresser. Ça va. Au début, je me sentais stressée. Mais là, depuis que je suis rentrée dans le bain, donc ça va. C'est une expérience à vivre en fait. Il faut se dire, il faut se donner les moyens, c'est-à-dire qu'on peut réussir. Donc il faut essayer. Ça passe ou ça casse, comme on dit. C'est une notion de plaisir, c'est une notion de partage, c'est une mission de transmission, c'est des valeurs qu'on va leur transmettre et pour qu'ils puissent voir plus clair pour le futur. Non seulement nous sommes là pour regarder techniquement ce qu'ils font, mais nous aussi à notre niveau, on contribue à ce que ces jeunes-là voient à travers nous une réussite. Parce qu'en fait, nous sommes des potentiels employeurs et du fait, en fait, ça leur permet de voir quel peut être l'aboutissement de leur carrière si toutefois ils continuent dans ce métier. Parce qu'en fait, les élèves ont besoin de représentation à un échelon supérieur à ce qu'ils font aujourd'hui. Ça se fait pas assez souvent. On devrait mettre ça pérenniser sur des fréquences sur une durée de peut-être tous les 2 ans afin que ça se renouvelle et remotiver, redonner du blason au métier. C'est une belle chose pour les jeunes parce que de toute façon, ça, avec les organisateurs et les gens qu'il y a dans l'organisation, ça leur prouve qu'on prend conscience de leur travail. C'est une double, voire triple motivation car des meilleurs ouvriers de France ici en Guadeloupe, on n'en voit pas souvent. Et en plus, ce Bocuse d'Or, c'est, je veux dire, on ne peut être qu'heureux, quoi. Tout ça, ça crée l'envie, ça crée cette espèce d'émulation qui fait qu'on aura certainement dans 10 ans des pépites au niveau national. Ça permet de mettre aussi en valeur tous les produits locaux qu'on a ici et de les monter à l'extérieur aussi. Donc c'est une belle chose pour eux. Si on peut, puis leur donner 2-3 conseils, puis en même temps, moi, il y a des produits que je connais pas, voilà, que je découvre aussi, donc voilà, ils m'apprennent des trucs en même temps, donc c'est sympa. Un reportage signé Maxime Morel. Et on part maintenant pour Saint-François, où un nouvel EHPAD est en cours d'aménagement. Il s'agit de l'Émeraude du Golfe. Le reste en images. C'est un lieu de vie pour nos aînés qui sera tout à fait agréable. Je veux dire, l'accessibilité, bien entendu, est assurée, mais surtout, c'est des espaces de vie tels que qu'on nous l'a montré et démontré sur les plans et sur les animations. Ce sera un espace tout à fait agréable où pratiquement on a envie d'y être. Je ne veux pas dire qu'on a hâte d'y être, mais qu'on a envie
envie d'y être. C'est vraiment un village, effectivement, que nous souhaitons mettre en place. C'est un lieu de vie pour les seniors, avec une volonté de mixité à la fois en termes d'état de santé, donc des seniors autonomes, des seniors dépendants sur l'ensemble du site, et puis aussi avec des idées de mixité générationnelle, avec la possibilité, sur notamment le tiers-lieu que nous souhaitons créer, de pouvoir accueillir les enfants, les écoles, les jeunes, les étudiants, les entrepreneurs, mais vraiment créer un lieu de vie, un espace, un petit village dédié aux seniors à Saint-François. Nous avons toujours souhaité effectivement que ça sente chez eux. J'aime bien les décrire comme des colocataires dans une grande villa qui vivent ensemble dans une grande maison. Et c'est l'esprit qu'on a voulu retranscrire justement sur ce nouvel EHPAD. Je vois que il y a l'aspect intergénérationnel qui a été préservé, puisque les enfants pourront venir visiter leurs parents et résider sur les lieux. Alors ça, c'est vraiment un projet que nous appelons de nos voeux sur notre territoire, sur le territoire de Saint-François. Nous avons eu quand même le contexte sanitaire qui était assez difficile, où les travaux ont pris du retard. Et bien entendu, il y a eu la grève de fin d'année qui n'a pas joué dans notre avantage. Et aujourd'hui, on essaie de rattraper, mais au niveau confortement, donc il y a eu un confortement sismique, il y a quand même pas mal d'opérations qui ont été faites et la CEMAG a bien entendu fait ce qu'il fallait. La population vieillit avec le fait que plus ça allait en génération, moins on faisait d'enfants, mais bien entendu l'évolution de la médecine, l'amélioration des conditions de santé faisait que la population vivait plus longtemps en bonne santé. Donc puisque c'est cela, on a des espaces où des personnes pourront, selon leur âge, et tout en progressant un petit peu dans le grand âge, ils trouveront leur place jusqu'au bout dans cet espace. Et vous le savez, à partir d'aujourd'hui, vos porte-monnaies vont commencer à saigner avec la révision du prix des produits pétroliers. Ça s'envole carrément. Bon, ils nous ont fait quand même un petit tour de passe-passe, histoire de nous mettre le super samplon à 1,82 € et le gasoil exactement au même prix, donc à 1,82 €. C'est assez exceptionnel puisque normalement ce ne sont pas les mêmes tarifs pour ces ressources, et la bouteille de gaz, elle aussi effectivement augmente et passe donc à 27,65 € au lieu de 26,90 €, soit une augmentation quand même de 75 centimes. On a droit à une belle envolée du prix des produits pétroliers. L'offensive de l'OTAN, justement, bon, on va dire ça comme ça, sur l'offensive économique sur la Russie, ne risque pas de porter ses fruits, puisque Vladimir Poutine a réussi à trouver une excellente parade à l'effondrement de sa monnaie qui était orchestrée par les pays qui soutiennent effectivement l'Ukraine dans cette guerre. Et je pense qu'on va être tributaire de ça très prochainement, puisqu'il a réussi effectivement à relancer sa monnaie. Le rouble a presque atteint son niveau normal. Donc bon, on verra qu'est-ce qui se passe pour nous. En tout cas, les Français devront très probablement payer ce gaz russe en roubles. Ce sera pas très bon pour nous non plus. Ça va pas les déstabiliser plus que ça. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.